Tandis que le Saint-Empire favorise la naissance de nouveaux royaumes en Occident, l'influence de l'Empire byzantin permet un premier apogée de la Russie en Orient. On va démarrer en 980. À cette époque, l'Empire byzantin s'est déjà bien redressé grâce aux empereurs Nicéphore Phocas et Jean Tzimiskès. Sous le règne de Basile II, son rayonnement est remarquable, ce qui favorise la diffusion du christianisme d'Orient vers la Russie. Celle-ci est alors dirigée par le grand prince Vladimir qui se montre très énergique. Après avoir étendu le pays vers l'est et vers l'ouest, il se convertit au christianisme en 988. L'influence byzantine en Russie est alors très marquée, mais voilà que l'Empire bulgare menace de tout remettre en cause. Les Bulgares ont connu des évolutions similaires aux Russes, mais de façon plus précoce. L'élite proto-bulgare, de langue turco-mongole, a fini par fusionner avec la population slave pour former un peuple bulgare homogène, et elle a adopté le christianisme d'Orient dès le IXe siècle. Mené par le tsar Samuel, l'Empire bulgare s'étend fortement aux dépens de l'Empire byzantin à partir de 986 pour atteindre un nouvel apogée. La riposte de Basile II est redoutable. À partir de 1004, celui-ci engage une reconquête systématique des territoires perdus. En 1014, l'Empire bulgare est anéanti. Les Byzantins poursuivent leur avantage en s'emparant de la Croatie et en progressant vers l'Arménie. L'Empire byzantin atteint son apogée en même temps que la Russe de Kiev. Celle-ci est alors dirigée par Yaroslav le Sage, fils de Vladimir. Sous son règne, l'art est florissant avec une forte influence byzantine et les grandes constructions se multiplient dans tout le pays, notamment à Kiev, sa capitale. Par ailleurs, c'est lui qui édicte le premier code juridique slave. Tandis que la Russie rayonne, l'Empire byzantin décline à partir de 1028 suite à la mort du frère de Basile II sans héritier. C'est alors l'impératrice Zoé qui assure la continuité de la dynastie. Mais ce genre de situation est propice aux révoltes des peuples soumis. Ce sont d'abord les Croates qui reprennent leur indépendance, puis les Serbes qui obtiennent une certaine autonomie à partir de 1040, et enfin les Bulgares dont la rébellion finit par être matée après de rudes batailles. Pour ne rien arranger, les Russes, plus dynamiques que jamais, écrasent enfin les Petchenegs qui n'arrêtaient pas de menacer leur territoire. Résultat, ce peuple tente de migrer massivement vers l'Empire byzantin en 1037. L'empereur Constantin IX accepte de les installer au sud du Danube pour qu'ils défendent les frontières à sa place, comme jadis l'Empire romain à l'égard des Visigoths. Mais là encore, ça se termine très mal. Les Petchenegs se mettent à piller le territoire et les Byzantins finissent par les mater avec beaucoup de difficultés. Les Russes cherchent à profiter de ces déboires en attaquant l'Empire byzantin en 1043, mais ils sont écrasés, notamment grâce à l'utilisation du feu grégeois. Finalement, Byzance évite le pire. L'Empire réussit même à s'emparer d'Édesse aux dépens des musulmans, qui sont alors divisés en de nombreux émirats. Ces succès sont confortés en 1045 par la prise d'Ani, la capitale de l'Arménie. Finalement, c'est à l'ouest que se trouve la principale menace. Dès 1043, les Normands entreprennent de conquérir tout le sud de l'Italie, à la grande joie du pape qui retrouve son influence dans le secteur. Ulcéré, le patriarche de Constantinople coupe les ponts avec son collègue de Rome en 1054. Les orthodoxes d'Orient et les catholiques d'Occident avaient déjà pas mal divergé depuis l'an 843, mais cette fois, le divorce est consommé. Si les Normands ont joué un rôle dans cette scission, on se demande bien ce qu'ils font dans cette région. L'incroyable épopée des Normands sera l'objet du prochain épisode.